Bonjour, messieurs. Ouais, alors, bonjour, mon nom est René Hood. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on restait un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Bonjour, ici Éric Bernard. Aujourd'hui à la quotidienne, pour une assiette plus verte que jamais, avec nos invités. Madame Isabelle Huot, elle est docteure en nutrition, auteure et chroniqueuse, ainsi que Monsieur Jocelyn Saint-Denis, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Notre maman nous le disait. Depuis des années, les nutritionnistes nous le répètent. Il y a 2 ans, le nouveau guide alimentaire canadien a enfoncé le clou en y allant de recommandations encore plus claires. Oui, il faut manger plus de fruits et plus de légumes. Le consensus est là. Les avantages pour la santé, la nôtre comme celle de la planète, sont bien démontrés. Oui, mais le faisons-nous? Notre diète est-elle vraiment plus verte qu'avant? Qu'est-ce qui accroche? Le coût? La disponibilité? Notre culture carnivore? Est-ce que la pandémie a changé la donne? Et si oui, est-ce que c'est là pour durer? Voilà autant de questions que nous avons décidé de poser en cette année internationale des fruits et légumes. Eh oui, décrétée par les Nations Unies. Et pour y répondre, Simon Bégin et Guy Debailleul reçoivent 2 personnes bien au fait de ces enjeux. Elles ont été présentées Isabelle Huot, docteur en nutrition, auteure et chroniqueuse, bien connue bien sûr, et M. Jocelyn Saint-Denis, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Elle et lui pourront nous en apprendre beaucoup sur la beauté nutritionnelle des fruits et légumes et sur ce qui se passe dans les champs du Québec à ce niveau. Simon Bégin est prêt en studio. Ah ben ça, c'est Isabelle Huot qui apparaît. Bonjour, Madame Huot. Bonjour. Salutations. Quel plaisir. Merci pour la belle introduction. Le plaisir est pour moi de vous recevoir ici. Mais je vais céder ce siège à mon ami Simon pour l'introduction. Simon, c'est à toi. Bien, merci, Éric. Bienvenue, Mme Huot. Bienvenue, M. Saint-Denis. Merci de vous joindre à nous. En fait, les fruits et légumes, on pense tous que c'est un aspect important de l'agriculture de demain. Alors, on a une demi-heure pour en parler. Mais pour commencer, excusez-moi, pour mettre un peu la table, je vous invite à visionner une courte vidéo produite par les Nations Unies, justement, pour lancer cette année internationale des fruits et légumes. À toi, Éric. Ripe, delicious, lush, nutritious. We come in all shapes and sizes, colors and shades, raw or cooked, sweet or bitter, soft, crunchy, fragrant, pungent, all of us unique and special, full of fiber, vitamins and minerals, history, culture and traditions. We don't just fill your plate, we fill your stories and memories. Long and short, slim and plump, sometimes awkward or misshapen, forgotten or neglected, but never ever ugly, whatever people say. Because we're what really makes you tick, what makes your eyes sparkle and your smile dazzle. We are fruits and vegetables, simply beautiful. Alors, c'est vraiment non seulement appétissant, mais ils sont beaux et j'oserais même dire qu'ils sont sympathiques. Alors, écoutez, Mme Huot, j'aimerais ça commencer avec vous. Vous faites la promotion d'une saine alimentation depuis des années à travers vos ouvrages, vos chroniques. Et tout le monde sait maintenant qu'une meilleure alimentation, une meilleure santé, ça passe par pluie de fruits et légumes. Mais est-ce que le message que vous véhiculez passe vraiment? Où en sommes-nous au Québec dans notre relation avec les fruits et légumes? Très bonne question, Simon. En fait, c'est ça, ça fait 25 ans que je fais la promotion de la consommation de fruits et légumes. Il y a plein d'évidences scientifiques qui rapportent qu'évidemment, plus notre assiette est gorgée de fruits et légumes, bien, plus c'est santé, des vitamines, des minéraux, des composés phytochimiques. Par contre, quand on regarde les statistiques, j'ai sorti les dernières données qu'on a qui datent de 2017, on se rend compte qu'il y a seulement 35 % de la population de 12 ans et plus qui rencontre le 5 portions minimum
qu'on recommande de consommer par jour. Donc, 5 portions par jour, c'est un minimum et c'est juste 35% des gens qui le font. Et ça, quand je vois ça, ça me déçoit tellement parce que on est plusieurs à vanter l'importance d'avoir une assiette qui est riche en protéines végétales, mais en végétaux aussi, d'avoir de la couleur dans son assiette pour diminuer son risque de maladies chroniques, d'obésité, de diabète, de cancer. Les bénéfices sont tellement nombreux. Puis je lisais une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est plusieurs études combinées, 95 études qui ont été publiées en 2017 justement, qui démontraient à quel point que si on consommait entre 600 et 800 grammes de fruits et légumes par jour, donc l'équivalent plus de 7 à 10 portions, on réduisait les risques de cancer de 14 %, mais les risques de maladies cardiovasculaires de 28 % et de mortalité toute cause de 31 %. Donc, les liens sont clairs, puis il y a encore des lacunes dans notre assiette. Qu'est-ce qui fait, comment expliquer cette résistance à cette recommandation qui est répétée et répétée et qui finalement a de la difficulté à se frayer un chemin dans notre assiette? Que les gens comprennent que cuisiner des légumes, c'est pas compliqué puis que ça prend pas de temps. Hein. Les freins au bien manger, là, quand on regarde les obstacles dans la population québécoise, c'est beaucoup « Ah, j'ai pas le temps pour préparer mes légumes » ou « Ça coûte trop cher ». Les gens vont invoquer « Ça coûte trop cher » alors que manger local, hein? Vous savez, je suis ambassadrice de la belle campagne Manger Québec. Manger en saison, manger local. On peut pas me dire que des pommes de terre, des panais puis des betteraves, ça coûte cher en ce moment. Donc, les gens préfèrent se tourner vers des aliments transformés puis ils se rendent pas compte à quel point cuisiner, qui est aussi un obstacle parce que les gens, la transmission du savoir culinaire, elle est peu présente et les gens ont moins d'habileté un petit peu pour cuisiner puis ils vont se tourner vers du prêt-à-manger qui est beaucoup moins santé et qui coûte beaucoup plus cher. Donc, si on tomber un petit peu dans notre cuisine, je pense que déjà le coût serait moindre. Et personnellement, je suis en faveur de taxer les boissons sucrées pour récupérer l'argent et investir dans des programmes de subvention pour les fruits et les légumes, parce que si on regarde en fonction du statut socio-économique, on se rend compte que les populations plus défavorisées en mangent moins des fruits et des légumes. Et souvent, quand on les questionne, ils vont répondre « Bon, mais ça coûte trop cher ». C'est juste une question d'éducation, parce qu'en même temps, même les protéines végétales des légumineuses, c'est pas vrai que ça coûte cher. Il faut juste savoir les cuisiner. Donc, une taxe pour subventionner et rendre accessibles les fruits et légumes dans toutes les sphères du statut socio-économique, je pense que ça serait une avenue dans la bonne direction. Mais je sais que c'est pas le but de l'émission de parler des taxes, mais pour dire qu'il faut en manger plus. Et puis, cette année, cette belle campagne-là va nous permettre de sensibiliser les gens encore plus à l'importance d'en consommer. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que les jeunes, les nouvelles générations, peut-être parce qu'ils ont été exposés davantage à ce message-là, leurs habitudes alimentaires sont en train de se développer. Est-ce que les jeunes sont plus réceptifs, d'après vous, à ce message-là d'une saine alimentation? Oui, absolument, parce que dans les données statistiques que j'ai ici, c'est les 12 à 19 ans qui répondent le mieux aux objectifs du 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, ça reste 39 %, c'est loin d'être suffisant, mais c'est quand même plus que les 50 à 64 ans qui, eux, rencontrent les recommandations dans une proportion de 32 % seulement. Donc, oui, les jeunes, on voit qu'il y a un grand mouvement, une belle sensibilité environnementale qui fait que les jeunes veulent réduire leur empreinte écologique. Et ça passe par plus de végétaux dans son assiette. On voit de plus en plus de jeunes qui deviennent véganes, végétariens. Donc, c'est vraiment une tendance qui est là pour rester. Puis, plus de végétaux dans l'assiette absolument chez les jeunes. Puis, on sent que les personnes un peu plus âgées sont plus réfractaires, du moins à la diversité alimentaire que le Québec nous offre maintenant. Parce que oui, on parle des légumes racines, mais en termes de production, on fait des artichauts, on fait des aubergines au Québec, on fait des endives. Donc, on a une belle diversité qui nous permet de manger varié. Puis, la variété dans son assiette, c'est la clé de la santé. Vous avez fait le lien un peu avec l'environnement et effectivement, ce lien-là est très réel. La production végétale est beaucoup moins
exigeante envers notre environnement. Moi, je pense à ma petite fille qui est une 18 ans, végane confirmée, et je sais que sa motivation est beaucoup. Il faut sauver la planète, donc il faut manger plus de légumes. Alors, je pense que c'est une combinaison de valeurs qui est très porteuse. Maintenant, est-ce que, d'après vous, la pandémie qu'on vit depuis plus d'1 an presque maintenant, est-ce qu'elle a changé, elle a eu un impact sur nos habitudes alimentaires? Oui, parce que si on regarde les statistiques, 68 des Canadiens cuisinent davantage. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Quand on regarde les chiffres de vente, il y a une augmentation de 7 dans l'achat de légumes et 5 dans l'achat de fruits. Ben, c'est en partie parce qu'on va moins au restaurant aussi, donc on cuisine davantage de fruits et de légumes. Mais la meilleure nouvelle, c'est qu'il y a un sondage récent qui a été conduit en début d'année qui rapporte que 41 des Québécois ont l'intention d'augmenter leur consommation de légumes et fruits cette année, en 2021. Donc, l'intention, elle est là. C'est sûr qu'une intention, c'est pas nécessairement une action, mais c'est une première phase dans la bonne direction. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que cette année, la résolution des gens était beaucoup moins sur la perte de poids ou sur des objectifs comme ceux-là, mais beaucoup plus vers je vais mettre des végétaux dans mon assiette, puis inclure plus de protéines végétales, puis inclure plus de fruits et légumes. J'aimerais vous poser une question sur l'équilibre de tout ça. Est-ce que les protéines animales ont quand même une place dans notre diète? Parce que, en fait, il y a des études qui démontrent que les grands herbivores, les grands herbivores, ceux qui sont au pâturage surtout, là, ils ont quand même un impact sur la santé de la planète, sur la santé de nos végétaux. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver quelque part entre la protéine animale et la protéine végétale? Bien, en fait, la protéine animale, ça devrait être un accompagnement des végétaux dans notre assiette et non la partie principale de notre assiette, comme ça a souvent été. Tu sais, c'était les viandes, puis on va mettre une coupe d'haricots verts à côté, puis on a nos légumes. Là, c'est l'inverse. C'est les légumes qui ont la première place dans notre assiette et on va compléter avec une petite part de protéines animales ou végétales. Moi, je suis pour le flexitarisme, le végétarisme à temps partiel, donc oui, plus de végétaux. Quand on regarde les études, les végétariens, c'est ceux qui sont en meilleure santé, mais il faut pas oublier tous les facteurs confondants. Ils fument pas, ils font plus d'activité physique, ils consomment de l'alcool de façon modérée, donc ça vient interférer avec la relation. Donc, je pense que c'est pas tant de dire plus jamais de viande, mais de mettre vraiment plus de végétaux dans nos menus et de mettre de la viande, un peu comme le régime méditerranéen où la viande est en tête de la pyramide. C'est pas qu'on n'en mange jamais, c'est que la viande rouge, on en mange moins pour laisser place à autre chose. Et ça peut juste être bon pour la santé de l'environnement puis la santé physique. Maintenant, écoutez, Guy, je vous laisserai avec M. Saint-Denis pour savoir qu'est-ce qui se passe dans nos champs de fruits et légumes au Québec. Oui, merci Simon. Bonjour Monsieur Saint-Denis. J'avais quand même envie de juste faire une petite réflexion sur ce que Madame Huot venait de dire. Il y a encore dans le monde des régions dans lesquelles la viande vient accompagner des légumes et non pas l'inverse. Peut-être qu'on pourrait retrouver un peu cette inspiration. Alors, bonjour Monsieur Saint-Denis. Vous êtes directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre association? Absolument. Merci Monsieur Belayel. Donc, l'Association des producteurs maraîchers, c'est à peu près 400 membres. On représente à peu près 80% de la production des légumes au Québec. Donc, c'est les plus gros producteurs qui y sont membres. On a 3 vocations à l'association. Donc, on fait une activité de support aux producteurs. Donc, information, lobby politique, recherche pour les guider, les aider, les supporter. On a aussi un volet qui est la promotion générique des fruits et légumes du Québec. Donc, comme Isabelle est notre porte-parole de notre campagne mangerquebec.com qui existe depuis de nombreuses années et qui fait la promotion des légumes du Québec. On a des calendriers d'arrivage, donc on fait aussi en évidence les producteurs eux-mêmes, d'où viennent les produits, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, pour associer en quelque part là, un visage à une production, et c'est quelque chose qui est assez intéressant là, depuis les dernières années. Et troisièmement, on travaille avec nos membres pour leur fournir des plateformes de mise en marché.
Donc, on était propriétaire du marché central. Donc, on est déménagé là, depuis le mois de juin cette année là, dans un bâtiment totalement réfrigéré. Donc, et aussi, on est propriétaire là, du marché des jardiniers à la prairie. Et on travaille sur des plateformes numériques pour faire du commerce, sur des projets d'avoir des satellites, par exemple, en région. Donc, c'est un peu les grandes lignes de l'Association des producteurs mers. Alors, il y a un terme qui a retrouvé une certaine vogue cette année à l'occasion de la pandémie, c'est le terme d'autosuffisance. Et on sait que un ministre qui a donné son nom à notre institut était attaché au développement de cette notion d'autosuffisance. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot en ce qui concerne les fruits et légumes au Québec? Disons que au Québec, c'est difficile d'avoir des vrais chiffres parce que les chiffres sont ramassés statistiquement par Statistique Canada très souvent. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les chiffres, on a à peu près 2/3 de la consommation du Québec qui est produite au Canada. Donc, on compare nécessairement la consommation avec la production. En théorie, donc, si on compare juste ces deux données-là, le Québec pourrait fournir 82% des légumes consommés et 36% des fruits. Mais la réalité, c'est qu'on a deux périodes de saison. On a l'été et l'hiver. Donc, on ne peut pas consommer des laitues du Québec en grande quantité l'hiver. On sait que la production séricole se développe. Donc, c'est pour ça que même si les volumes sont assez équivalents au niveau de la production des légumes, bien, il y a le fort exportation en période de production et l'importation nécessairement en période d'hiver. Alors, effectivement, le développement de la production de fruits et légumes au Québec se heurte ou est caractérisé par un certain nombre de grands enjeux. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Par exemple, si on pense au changement climatique, est-ce que c'est un élément essentiel pour vous? Vous venez de parler des saisons, mais il y a aussi l'évolution qu'on constate dans la dynamique climatique. Absolument. Je pense que la production des fruits et légumes et la production agroalimentaire qui est la plus touchée par les changements climatiques, il y a des modèles qui prédisent donc qu'il va y avoir un réchauffement, que les zones de production vont se déplacer vers le nord. Donc, ça va ouvrir évidemment des opportunités pour les producteurs du Québec, par exemple, au niveau de la période de culture, au niveau de la chaleur, des journées des heures-lumière. Donc, ça va donner des occasions au Québec, aux producteurs du Québec, de produire plus et plus longtemps. De l'autre côté, ça apporte son lot d'incertitudes et son lot de risques. Les modèles aussi prévoient que malgré cette chaleur-là et ce climat-là, bien, il va y avoir aussi plus de périodes d'aléas climatiques, donc plus de gros orages, plus de grosses pluies, plus de sécheresse. Donc, ça va être des conditions de culture qui vont amener leur lot de défis, si on veut. Et ce qu'on voit, c'est que oui, il y a des opportunités, mais il y a des risques aussi. Oui, je vous laisse aller. Oui, justement, on peut évoquer aussi davantage ou de nouveaux ravageurs qui viendraient avec ces changements de température. Un autre défi, j'imagine, qui doit être aussi très préoccupant après l'expérience de 2020, c'est la question de la main-d'œuvre. Absolument. On savait, nous, le secteur, et on le disait haut et fort que les travailleurs étrangers temporaires étaient, sans eux, il n'y avait pas de production de fruits et légumes. Donc, l'année 2020 et la pandémie ont mis la lumière sur ce fait-là. Et on le sait aujourd'hui, et la population le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être moins dépendant de ces gens-là? Bien, il faut entamer des démarches aujourd'hui. C'est certain qu'on n'encourage pas nos enfants, on les encourage à aller à l'école, d'aller à l'université, d'aller chercher des diplômes. Et par contre, tout le travail agricole, bien qu'on a besoin d'agronomes, qu'on a besoin de planificateurs, on a besoin de gens pour gérer ces entreprises-là, bien, il y a un travail qui se fait à quatre pattes dans le champ. Et puis, ce travail-là, bien, il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui veulent le faire. On est une société qui est orientée col blanc et non col bleu, si je peux prendre une expression. Donc, ça prend des décisions aujourd'hui. Donc, il y a l'automatisation, si on veut, ou la technologie qui peut venir nous aider. Il existe déjà des équipements, mais c'est sur un long terme. Hein,
demain matin, on n'aura pas besoin de la moitié des travailleurs étrangers pour venir travailler ici parce qu'il va y avoir de la machine pour les remplacer. C'est sur une période de 5-10 ans où on va voir des résultats. Mais ça va toujours prendre des humains dans le champ pour faire le travail. Alors, j'ai une question que j'ai envie de vous poser à titre de professeur associé en agriculture à l'Université Laval. Est-ce que, parce que vous venez de parler de la mécanisation, on sait qu'effectivement, dans le secteur des fruits et légumes, la mécanisation, voire la robotisation, n'a pas atteint les niveaux que l'on a constatés pour les grandes cultures. Est-ce que, d'une manière générale, vous avez l'impression que vous avez eu, de la part du secteur de la recherche, autant de soutien qu'ont pu l'avoir les secteurs des grandes cultures? On pense au maïs, au soja. On a l'impression que la recherche dans le domaine des fruits et légumes, c'était un peu la portion congrue. Bien, si on regarde c'est toujours à un moment donné, quand quelqu'un crée un équipement, veut créer un équipement technologique pour améliorer un secteur, il va regarder c'est quoi son marché. Et quand on regarde le grain, par exemple, bien, il y a des grandes surfaces, les équipements, les machines vont marcher jour et nuit en période de semis, en période de récolte. Alors que quand on regarde les fruits et légumes, on se retrouve au Québec probablement à 60-70 variétés de produits différents que l'on produit. Chacun ses particularités, chacun ses volumes aussi. Et quand on regarde, par exemple, je prends une ferme de taille moyenne parce qu'on a, il y a la règle du 80-20 s'applique dans notre secteur. Donc, il y a 80% des producteurs de fruits et légumes qui représentent moins de 20% des espaces. Donc, pour ces gens-là, l'automatisation est nécessaire pour réduire leurs coûts, mais ça va prendre des équipements adaptés à la hauteur de leurs moyens économiques, parce que ces gens-là, c'est des hommes et des femmes d'affaires qui sont des producteurs agricoles, puis cette association-là entre un agriculteur et un homme et une femme d'affaires, la société n'est pas habituée de le faire. On prend pour acquis notre fermier, si on veut, mais ces gens-là sont en affaires. Donc, ça prend des équipements qui soient à la hauteur de leurs entreprises pour leur permettre d'avoir un rendement économique acceptable pour leur entreprise. Il y a des développements qui se font. Si on regarde, par exemple, les cultures comme les carottes et les oignons, qui sont des grandes cultures au Québec au niveau des fruits et légumes, bien, c'est mécanisé. On récolte d'un bloc de tout le champ et il n'y a pas de sélection, il n'y a pas, je dirais, d'intelligence reliée à ça. Le défi maintenant, c'est d'aller vers les autres cultures qui sont très demandeurs en main-d'œuvre. Si on prend par exemple les laitues, bien, la laitue, pour la couper, il faut la regarder, la sélectionner, enlever les mauvaises feuilles. Donc, il y a une intelligence à mettre derrière ça et on est loin d'arriver de la coupe aux lèvres dans ce milieu-là, par exemple. Il y a aussi, on a beaucoup parlé en 2020 de la question des pertes et gaspillages dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur de l'alimentation. On sait aussi que dans la production des fruits et légumes, le taux de perte, notamment à la récolte, est plus élevé là encore que pour des grandes cultures. Ça peut tenir à plusieurs caractéristiques. Quelquefois, ça tient à des attentes des consommateurs qui veulent un certain type de conformation des légumes, pas de difformité, etc. Est-ce qu'il y a un travail à faire aussi pour faire accepter, alors peut-être que Mme Huot aussi aurait un mot à dire, mais pour faire accepter par les consommateurs le fait qu'une carotte, elle n'a pas à être nécessairement complètement rectiligne, qu'un fruit qui porte une tache, parce que ça réduirait aussi la question enfin, une certaine proportion des pertes au moment des récoltes. Absolument, Guy, si je peux me prononcer, je trouve que les attentes des consommateurs sont vraiment élevées. On sent depuis 2-3 ans quand même la valorisation des légumes moches, des fruits moins imparfaits, que certaines bannières vont mettre à l'avant à un prix qui est très concurrentiel. Mais je pense que nos attentes comme consommateurs, c'est ça, sont très élevées. Puis une pomme qui est un peu poquée est aussi bonne pour la santé puis est aussi bonne au goût. Donc, je pense qu'on a un travail à faire là-dessus. Absolument. Tu sais, M. Saint-Denis, on n'est pas, là, je vais aborder un aspect qui n'est pas du tout dans votre sphère. On a assisté au Québec les dernières années à l'émergence de
micro-fermes biologiques en horticulture intensive. On a vu un engouement renouvelé pour le potager domestique ou les jardins communautaires en ville. On rapporte même, je pense que ce printemps, il y a une ruée vers les semences par les consommateurs qui veulent autoproduire. C'est sûr que les volumes, ça ne doit pas être une menace pour votre domaine de production, mais est-ce que c'est pas en train, ça aussi, de changer la relation des Québécois avec les fruits et légumes et, ultimement, on va consommer nos carottes qu'on a produites nous-mêmes pendant l'été, mais à un moment donné, on va aller à l'épicerie en acheter aussi. Est-ce que ça n'a pas cet engouement-là vers la production autonome de légumes, est-ce que c'est pas un élément qui est en train de changer la donne? La changer, je ne sais pas. Il y a un engouement. Moi, je me souviens quand j'étais tout jeune avec mon grand-père et ma mère, on avait un potager, puis on faisait nos légumes, puis on les consommait. Je pense que il y a une conscientisation qui s'est faite. Il y a un rapprochement. C'est une niche. Hein. Il y a des gens qu'aujourd'hui qui ont des paniers bio, par exemple. Ça augmente le volume d'année en année. Ça reste toujours, sur la totalité, un volume marginal. Il y a des producteurs de petites cultures qui font de la production responsable, etc. Et il y en a de plus en plus, mais ce modèle-là, c'est un modèle complémentaire. Ça prend, comme dit M. Lamontagne, ça prend de tout pour faire une agriculture et ça fait partie des possibilités, des opportunités de production. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va remplacer la production de masse. Mais moi, si je peux me permettre un commentaire, je trouve ça vraiment intéressant pour les enfants parce que pour avoir fait des interventions dans des CPE, les CPE qui avaient un petit potager, les enfants qui voyaient pousser tranquillement au fil des semaines leurs légumes, avaient plus envie d'en consommer parce que puis réalisent le travail derrière ça aussi. Donc, je pense que on est beaucoup dans le manger local en ce moment. C'est un autre effet de la pandémie. C'est important pour les Québécois d'acheter des produits du Québec. Puis ça passe par les fruits et légumes, puis ça passe par d'autres produits aussi. Mais pour les enfants, de mettre la main dans la terre, d'aller au marché, de rencontrer des producteurs, je trouve que c'est notre avenir. Et là, on parle d'agriculture de demain, bien, ça passe par cette transmission-là aux jeunes qui ont envie de connaître c'est quoi le métier de producteur maraîcher. On aime les mettre avant. Oui, on rencontrait récemment l'animateur du programme L'école au champ qui a été lancé dans la région de Montréal, qui allait tout à fait dans le même sens. Monsieur Saint-Denis, on parle d'acheter local, de manger local. Il reste qu'on est, comme vous l'avez aussi rappelé, on reste dépendant pour une partie de notre approvisionnement d'importation et des importations qui viennent principalement des États-Unis et principalement de la Californie. Puis on s'aperçoit, il y a un certain nombre d'études qui vont dans ce sens-là, que les États-Unis pourraient devenir de plus en plus dépendants eux-mêmes des importations parce que les zones de production, au premier rang desquelles on a justement la Californie, font face à des obstacles. On a évoqué la main-d'œuvre, ils ont été directement touchés aussi, on l'a vu le printemps dernier, mais surtout, ils font face à un autre aspect des changements climatiques, c'est une sécheresse croissante, de sorte qu'on s'attend à ce que la production diminue et que les importations aux États-Unis augmentent. Je sais qu'il y a quelques années, votre association a demandé une étude à un cabinet de consultants sur les perspectives d'exportation du Québec vers les États-Unis. En quelque sorte, on renverserait les courants d'échange. Qu'en est-il dans ce domaine-là? Cette étude-là a révélé que la capacité de production aux États-Unis versus l'augmentation de la consommation, il y aurait un écart de 1% par année. Donc, si on regarde, cette étude-là date déjà de 3 ans ou 4 ans. Donc, si on veut, le besoin en importation augmente de 1% par année. Ce qui fait que le Québec, toute la côte Est, la région géographique où on peut livrer un légume frais, qui soit consommé puis avec une bonne durée de vie, bien, l'opportunité de marché est importante et est énorme, et ça fait partie des possibilités de croissance de notre secteur. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Saint-Denis, Mme Huot, Guy. Ça a été très intéressant.
c'est sûr que, comme disait Guy précédemment, l'année internationale de fruits et légumes, ça va durer toute l'année. Le sujet est vaste et on aura sans doute l'occasion de se reparler, peut-être dans le courant de la saison de production, pour voir comment ça se passe. Est-ce que le début, est-ce que la main-d'œuvre est là, est-ce que le climat est là? Et ça serait intéressant de suivre si cette année internationale des fruits et légumes va être une année faste au Québec pour les fruits et légumes. Alors, je vous remercie encore et Guy, à une prochaine. Merci à vous. Merci. Nous avions donc aujourd'hui comme invité Isabelle Huot. Elle est docteure en nutrition et porte-parole de cette campagne. Donc, c'est l'année internationale des fruits et légumes. Et Jocelyn Saint-Denis, directeur général de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, était de l'émission aujourd'hui. C'est la quotidienne de l'Institut Jean Garon. Allez, à lundi prochain.